Quand Johnston écrit son histoire naturelle des quadrupèdes, on sait-il plus Quadrovandi, un demi-siècle plus tôt? Pas beaucoup, affirment les historiens. Mais là n'est pas la question. Ou si on veut la poser en ces termes, il faut répondre que Johnston en sait beaucoup moins qu'Aldrovandi. Celui-ci, à propos de tout animal étudié, déployé et au même niveau. La description de son anatomie et les manières de le capturer. Son utilisation allégorique et son mode de génération. Son habitat et les palais de ses légendes. Sa nourriture est la meilleure façon de la mettre en sauce. Johnston subdivise son chapitre du cheval en 12 rubriques. Nom, partie anatomique, habitation, âge, génération, voix, mouvement, sympathie et antipathie, utilisation, usages médicinaux. Rien de tout cela ne manquait chez Aldrovandi, mais il y avait beaucoup plus. Et la différence essentielle réside dans ce manque. Toute la sémantique animale est tombée, comme une partie morte et inutile. Les mots qui étaient entrelacés à la bête ont été dénoués et soustraits. Et l'être vif, en son anatomie, en sa forme, en ses moeurs, en sa naissance et en sa mort, apparaît comme à nous. L'histoire naturelle trouve son lieu dans cette distance maintenant, ouverte entre les choses et les mots. Distance silencieuse, pure de toute sédimentation verbale, et pourtant articulée selon les éléments de la représentation, ceux-là même qui pourront de plein droit être nommés. Les choses abordant jusqu'aux rives au discours, parce qu'elles apparaissent au creux de la représentation. Ce n'est donc pas au moment où on renonce à calculer qu'on se met enfin à observer. La constitution de l'histoire naturelle, avec le climat empirique où elle se développe. Il ne faut pas y voir l'expérience
fréquente, bon gré, malgré l'accès d'une connaissance qui guettait alors la vérité de la nature, l'histoire naturelle. Et c'est pourquoi elle est apparue précisément à ce moment-là. C'est l'espace ouvert dans la représentation par une analyse qui anticipe sur la possibilité de nommer. C'est la possibilité de voir ce qu'on pourra dire, mais qu'on ne pourrait pas dire par la suite, ni voir à distance, si les choses et les mots distinctes les unes des autres, ni communiquant d'entrée de jeu en une représentation. L'ordre descriptif que Linné, bien après Johnston, proposera à l'histoire naturelle est très caractéristique. Selon lui, tout chapitre concernant un animal quelconque doit suivre la démarche suivante. Nom, théorie, genre, espèce, attribut, usage, et pour terminer, littéraria. Tout le langage déposé par le temps sur les choses est repoussé à la dernière limite, comme un supplément où le discours se raconterait lui-même et rapporterait les découvertes, les traditions, les croyances, les figures poétiques. Avant ce langage du langage, c'est la chose elle-même qui apparaît dans ses caractères propres, mais à l'intérieur de cette réalité qui a été d'entrée de jeu découpée par le nom. L'instauration à l'âge classique d'une science naturelle n'est pas l'effet direct ou indirect du transfert d'une rationalité formée alors. À propos de la géométrie ou de la mécanique, elle est une formation distincte, ayant son archéologie propre, bien que liée, mais sur le mode de la corrélation et de la simultanéité à la théorie générale des signes et au projet de Matisse universel. Le vieux mot d'histoire change alors de valeur et peut-être retrouve-t-il une de ses significations archaïques. En tout cas, s'il est vrai que l'historien, dans la pensée grecque, a bien été celui qui voit et qui raconte à partir de son regard.
Il n'en a pas toujours été ainsi dans notre culture. C'est même assez tard, au sud de l'âge classique, qu'il a pris ou repris ce rôle. Jusqu'au milieu du XVIIe siècle, l'historien avait pour tâche d'établir le grand recul des documents et des signes, de tout ce qui, à travers le monde, pouvait former comme une marque. C'était lui qui était chargé de redonner langage à tous les mots enfouis. Son existence ne se définissait pas tant par le regard que par la redite, par une parole seconde qui prononçait à nouveau tant de paroles assourdies. L'âge classique donne à l'histoire un tout autre sens, celui de poser pour la première fois un regard minutieux sur les choses elles-mêmes et de transcrire ensuite ce qu'il recueille dans des mots lisses, neutralisés et fidèles. On comprend que dans cette purification, la première forme d'histoire qui se soit constituée et était l'histoire de la nature. Car elle n'a besoin pour se bâtir de mots appliqués, son intermédiaire aux choses mêmes. Les documents de cette histoire neuve ne sont pas d'autres mots, des textes ou des archives, mais des espaces clairs où les choses se juxtaposant, des herbiers, des collections, des jardins. Le lieu de cette histoire, c'est un rectangle intemporel où des piliers de tout commentaire, de tout langage d'alentour, les êtres se présentant les uns à côté des autres, avec leur surface visible. Rapprochés selon leur trait commun, et par là déjà virtuellement analysés, et porteurs de leur seul nom. On dit souvent que la constitution des jardins botaniques et des collections zoologiques traduisait une nouvelle curiosité pour les plantes et les bêtes exotiques. En fait, depuis bien longtemps déjà, celles-ci ayant sollicité l'intérêt, ce qui a changé, c'est l'espace où on peut les voir et d'où on peut les décrire. À la Renaissance, l'étrangeté
animal était un spectacle. Elle figurait dans des fêtes, dans des joutes, dans des combats fictifs ou réels, dans des reconstitutions légendaires, où le bestiaire déroulait ses fables sans âge. Le cabinet d'histoire naturelle et le jardin, tels qu'on les aménage à l'époque classique, substituant au défilé circulaire de la montre l'étalement des choses en tableau. Ce qui s'est glissé entre ce théâtre et ce catalogue, ce n'est pas le désir de savoir, mais une nouvelle façon de nouer les choses à la fois au regard et au discours. Une nouvelle manière de faire l'histoire. Une nouvelle manière de faire l'histoire. Et on sait l'importance méthodologique comprise ces espaces et ces distributions naturelles pour le classement à la fin du XVIIIe siècle des mots, des langues, des racines, des documents, des archives, bref, pour la constitution de tout un milieu d'histoire, au sens maintenant familier du mot, où le XIXe siècle retrouvera, après ce pur tableau des choses, la possibilité renouvelée de parler sur des mots et d'en parler non plus dans le style du commentaire, mais sur une mode qu'on estimera aussi positif, aussi objectif que celui de l'histoire naturelle. La conservation de plus en plus complète de l'écrit, l'instauration d'archives, leur classement, la réorganisation des bibliothèques. L'établissement du catalogue, de répertoire, d'inventaire représentant à la fin de l'âge classique. Plus qu'une sensibilité nouvelle au temps, à son passé, à les passeurs de l'histoire, une manière d'introduire dans le langage déjà déposé ou dans les traces qu'il a laissé un ordre qui est du même type que celui qu'on établit entre les vivants. Et c'est dans ce temps classé, dans ce devenir quadrillé et spatialisé, que l'historien du XIXe siècle entreprendront d'écrire une histoire enfin vraie, c'est-à-dire libérée de la rationalité, c'est-à-dire libérée de la rationalité classique, de son ordonnance et de sa théodicée, une histoire
habitués à la violence éruptive du temps. Part 3. La structure. Ainsi disposée et entendue. L'histoire naturelle a pour condition de possibilité l'appartenance commune des choses et du langage à la représentation. Mais elle n'existe comme tâche que dans la mesure où choses et langage se trouvant séparés. Elle devra donc réduire cette distance pour amener le langage au plus près du regard et les choses regardées au plus près des mots. L'histoire naturelle, ce n'est rien d'autre que la nomination du visible, de la son apparente simplicité. Et c'est alors qui de loin paraît neuve tant elle est simple et imposée par l'évidence des choses. On a l'impression qu'avec Tournefort, avec Linné ou Buffon, on s'est enfin mis à dire ce qui de tout temps avait été visible, mais était demeuré muet devant une sorte de distraction invincible des regards. En fait, ce n'est pas une inattention millénaire qui s'est soudain dissipée, mais un champ nouveau de visibilité qui s'est constitué dans toute son épaisseur. L'histoire naturelle n'est pas devenue possible parce qu'on a regardé mieux et de plus près. Au sens strict, on peut dire que l'âge classique s'est ingénié, sinon avoir les moyens possibles, de moins à restreindre volontairement le champ de son expérience. L'observation, à partir du XVIIe siècle, est une connaissance sensible assortie de conditions systématiquement négatives. Exclusion, bien sûr, du oui-dire, mais exclusion aussi du goût et de la saveur, parce qu'avec leur incertitude, avec leur variabilité, ils ne permettant pas une analyse en éléments distincts qui soit universellement acceptable. Limitation très étroite de toucher à la désignation de quelques oppositions assez évidentes, comme celle de lisse et du rugueux. Privilège presque exclusif de la vue. Privilège presque exclusif de la vue, qui est le sens de l'évidence et de l'étendue, et par conséquent
d'une analyse part, extra part, admise par tout le monde. L'aveugle du XVIIIe siècle peut bien être géométrie. Il ne sera pas naturaliste. Et encore, tout n'est-il pas utilisable dans ce qui s'offre au regard. Les couleurs, en particulier, ne pouvant guère fonder des comparaisons utiles. Le champ de visibilité où l'observation va prendre ses pouvoirs n'est que le résidu de ces exclusions. Une visibilité délivrée de toute autre charge sensible est passée de plus à la grisselle. Ce champ, beaucoup plus que l'accueil enfin attentif aux choses elles-mêmes, définit la condition de possibilité de l'histoire naturelle et de l'apparition de ces objets filtrés, lignes, surface, forme, relief. On dira peut-être que l'usage du microscope compense ces restrictions et que si l'expérience sensible se restreignait du côté de ses marges les plus douteuses, elle s'étendait vers les objets nouveaux d'une observation techniquement contrôlée. En fait, c'est le même ensemble de conditions négatives qui a limité le domaine de l'expérience et rendu possible l'utilisation des instruments d'optique pour entreprendre de mieux observer à travers une lentille. Il faut renoncer à connaître par les autres sens ou par le oui-dire. Un changement d'échelle au niveau du regard doit avoir plus de valeur que les corrélations entre les divers témoignages que pouvant apporter les impressions, les lectures ou les lécons. Si l'emboîtement indéfini du visible dans sa propre étendue s'offre mieux au regard par le microscope, il n'en est pas affranchi. Et là, milieu prouve et sans doute que les instruments d'optique ont surtout été utilisés pour résoudre les problèmes de la génération, c'est-à-dire pour découvrir comment les formes, les dispositions, les proportions caractéristiques des individus adultes et de leur espèce pouvant se transmettre à travers les âges, en conservant leur rigoureuse identité. Le microscope
n'a pas été appelé pour dépasser les limites du domaine fondamental de visibilité, mais pour résoudre un des problèmes qu'il posait. Le maintien au fil des générations des formes visibles. L'usage du microscope s'est fondé sur un rapport non instrumental entre les choses et les yeux. Rapport qui définit l'histoire naturelle. Linné ne disait-il pas que les naturalia, par opposition aux celestia et aux elementa, étaient destinés à s'offrir directement au sens? Et Tournefort pensait que pour connaître les plantes, plutôt que de scruter chacune de leurs variations avec un scrupule religieux, il valait mieux les analyser telles qu'elles tombent sous les yeux. Observer, c'est donc se contenter de voir systématiquement peu de choses, de voir ce qui, dans la richesse un peu confuse de la représentation, peut s'analyser, être reconnu partout et recevoir ainsi un nom que chacun pourra entendre. Toutes les similitudes obscures, dit Linné, ne sont introduites qu'à la honte de l'art, déployée elle-même et vidée de toute ressemblance, nettoyée même de leur couleur. Les représentations visuelles vont enfin donner à l'histoire naturelle ce qui constitue son objet propre. C'est là même qu'elle fera passer dans cette langue bien faite qu'elle entend bâtir. Cet objet, c'est l'étendue dont sont constitués les êtres de la nature. Étendue qui peut être affectée de 4 variables. Et de 4 variables seulement forment des éléments. Quantité de ces éléments, manière dont ils se distribuent dans l'espace, les uns par rapport aux autres, grandeur relative de chacun. Comme le disait Linné dans un texte capital, toute note doit être tirée du nombre, de la figure, de la proportion, de la situation. Par exemple, quand on étudiera les organes sexuels de la plante, il sera suffisant, mais indispensable de dénombrer étamines et pistils, ou éventuellement de constater leur absence.
de définir la forme qu'ils affectent, selon quelle figure géométrique ils sont répartis dans la fleur, cercle, hexagone, triangle. Quelle est leur taille par rapport aux autres organes? Ces 4 variables qu'on peut appliquer de la même manière aux 100 parties de la plante. Racines, tiges, fils, fleurs, fruits, spécifiant ainsi l'étendue qui s'offre à la représentation pour qu'on puisse l'articuler en une description acceptable pour tous. Devant le même individu, chacun pourra faire la même description et inversement. À partir d'une telle description, chacun pourra reconnaître les individus qui correspondent en cette articulation fondamentale du visible. Le premier affrontement du langage et des choses pourra s'établir d'une manière qui exclut toute incertitude.